Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors, il y a quelques temps, je vous avais présenté sur ma chaîne un portefeuille boursier avec des entreprises de qualité tout en évitant les valorisations déraisonnables et trop excessives. D'ailleurs, comme c'était avant la crise en Ukraine et puis la petite chute qui s'en est suivie, c'est plutôt un portefeuille qui, du coup, comme on n'a pas de valorisation excessive, qui a mieux résisté que la moyenne. Et à la suite de cette vidéo, j'avais posé une question au milieu de la vidéo et des lecteurs m'avaient demandé si je pouvais leur faire une vidéo sur un portefeuille entre guillemets anti-inflation, en tout cas qui allait protéger de l'inflation. Donc c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, le portefeuille pour se protéger de l'inflation. Alors, juste avant de commencer, j'ai pas mal de lecteurs qui me posent des petites questions comme ça, mais qui peuvent se traiter en 1, 2 ou 3 minutes, donc qui ne méritent pas, en tout cas, toute une vidéo YouTube. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo immobilier, mais comme il y en a qui ne regardent que mes vidéos sur la bourse, je vais faire une vidéo complète YouTube, un peu discussion dans mon salon, où je vais répondre à vos questions. Donc si vous voulez m'envoyer vos questions, vous les mettez en commentaire de cette vidéo, et puis j'en sélectionnerai dans une prochaine vidéo où je ferai justement cette vidéo un peu questions-réponses sur YouTube. Donc commentez sur cette vidéo avec vos questions, même si elles n'ont rien à voir avec cette vidéo précisément, sur les thèmes bourse, immobilier, entrepreneuriat, investissement. Alors, le portefeuille anti-inflation. On va d'abord voir un peu en portefeuille vraiment boursier et puis on élargira un peu sur les actifs qui peuvent protéger de l'inflation. Alors, pour faire l'analyse, moi je vais pas réinventer l'eau chaude, je suis parti d'une firme d'investissement en qui j'ai relativement confiance, qui est assez intéressante, qui s'appelle Horizon Kinetics et qui a lancé un ETF qu'ils appellent Inflation Beneficiary. Alors, c'est plus qu'un ETF qui protège et qui suit l'inflation, c'est vraiment un ETF avec des entreprises qui sont censées bénéficier de l'inflation. C'est-à-dire qu'il doit performer plus que l'inflation, entre guillemets, cet ETF-là. Et l'idée, c'est qu'effectivement, en l'incluant dans un portefeuille qui a d'autres titres, etc., ça vous fait un coussin de sécurité pour vous protéger de l'inflation. Après, à chacun de le doser en termes de proportion, etc. Et donc, ce que je vous propose, c'est justement d'analyser sa composition pour qu'on comprenne quel genre d'entreprise et quel genre de titres en bourse sont des titres qui protègent de l'inflation. Alors, je vous le fais défiler à l'écran là quelques secondes, et puis on va revenir sur les titres qu'ils ont sélectionnés comme entreprises potentiellement bénéficiaires de l'inflation si elle venait à s'accélérer, ou tout du moins si l'accélération que l'on a connue ces derniers mois et d'ailleurs les niveaux d'inflation records depuis 30 ou 40 ans qu'on a sur 12 mois glissants se maintenaient sur le moyen ou long terme. Alors, une première peut-être surprise, j'ai envie de dire, pour le néophyte, et moi qui me rappelle une des lettres de Warren Buffett d'il y a plusieurs années, je ne saurais pas vous citer laquelle, c'est que finalement, on n'a pas vraiment d'entreprises qui détiennent des actifs. On pourrait se dire, en raisonnement un peu en premier niveau de raisonnement, l'inflation, pour s'en protéger, et d'ailleurs c'est un peu comme ça que raisonne l'investisseur individuel, il faut posséder des actifs tangibles. Effectivement, s'il y a de l'inflation, vous allez être mieux avec de l'actif tangible, que vous n'aurez pas besoin de racheter plus cher, plutôt qu'avec votre liasse de billets qui, si on a une inflation à 6%, perd 6% de valeur par an et en moins de 10 ans a été divisé par 2. Donc on pourrait se dire, sur les entreprises qu'on met dans son portefeuille boursier, c'est pareil, il faut des entreprises qui détiennent beaucoup d'actifs, typiquement des usines avec des machines, etc., chères, etc. Bon, je sais pas, une usine automobile par exemple, forcément il y a de l'investissement lourd là-dedans, qui est matériel, il y a des murs, il y a des machines, il y a du tangible. On voit dans le portefeuille que je vous ai fait défiler tout à l'heure qu'on n'a pas du tout ce genre d'actifs. Et effectivement, moi ça me rappelle ce que je disais, une des vieilles lettres de Warren Buffett,
puisque j'ai lu la dernière là, de cette année qui est sortie il y a quelques semaines, mais elle est un peu décevante sur l'aspect pédagogique, si vous voulez. Elle fait un peu un énième remerciement au management, quelques petites explications sur la vie de l'entreprise, mais on n'a pas ces longues lettres où il y avait un aspect pédagogique traité. Et quand il traitait justement de l'inflation dans ces vieilles lettres, à l'époque voilà, des années 70, 80, etc., il disait en fait, on croit à tort justement que c'est des entreprises qui ont des actifs tangibles qui vont vous protéger de l'inflation. Et alors qu'en fait, c'est faux. Parce que justement, ces entreprises qui ont ce genre d'usine d'actifs tangibles, d'actifs lourds, pour les maintenir, justement, leurs coûts vont également augmenter en fait. C'est-à-dire qu'elles ont des actifs, oui, qui valent en valeur patrimoniale, mais on n'est pas sûr qu'elles aient un pricing power sur ce qu'elles vendent, qui va leur permettre d'ajuster leur prix si facilement pour les faire passer auprès de leurs clients de l'inflation. Et à l'inverse, les coûts qu'elles vont avoir sur ces actifs tangibles, sur leurs machines, etc., eux, ils vont augmenter. Donc c'est plutôt des entreprises qui risquent d'être mises en difficulté par l'augmentation des tensions inflationnistes. Et justement, ce qu'on voit dans le portefeuille d'Horizon Kinetics, les Inflation Beneficiaries, on n'est que sur des entreprises qui sont vraiment ce qu'on appelle asset light, c'est-à-dire qui ont peu d'actifs. Alors on a beaucoup par exemple de business de royalties, alors dans le pétrole, dans les matières premières, dans les métaux, etc. Mais donc on a par exemple la Prairie Sky Royalties que j'avais mis d'ailleurs dans le portefeuille que je vous ai présenté l'autre fois, qui est une entreprise qui a des terrains où il y a des champs de pétrole, mais ce n'est pas elle-même qui fore. En gros, elle récolte des royalties de gens qui viennent forer sur ces terrains. Donc elle, en fait, elle a les recettes qui augmentent potentiellement avec l'inflation et les matières premières qui augmentent, mais elle n'a pas les coûts qui vont avec. Sur les entreprises de métaux qu'ils ont mis dans le portefeuille, ils ont aussi plutôt choisi des entreprises de royalties plutôt que la pure entreprise de mine, entre guillemets. Puisque l'entreprise de mine, si on a de l'inflation, alors il y a toujours effectivement le cuivre, les trucs comme ça qui montent, mais potentiellement, celui qui creuse, il va aussi avoir ses coûts d'exploitation qui vont augmenter. Alors il sera quand même bénéficiaire, mais il sera moins bénéficiaire que la pure entreprise de royalties qui, elle, récolte des royalties sans avoir les coûts qui vont avec. Comme autre style d'entreprise asset light, entre guillemets, on voit que, alors on n'est plus dans les matières premières, si on sort des matières premières, mais on voit qu'on a par exemple toutes les bourses d'échange. On a Euronext, je crois qu'on a la bourse japonaise, etc., dans ce que j'ai fait défiler. Donc effectivement, une bourse, il y a peu de coûts d'exploitation, de coûts matériels, enfin c'est pas les ordinateurs, les serveurs, etc., qui vont tant augmenter que ça. Et par contre, le prix des transactions qui sont facturées par ces bourses de courtage, entre guillemets, de toute façon, ces bourses, il faut plus ou moins passer par elles, donc on peut imaginer qu'elles ont, elles, ce qu'on appelle un pricing power, donc une capacité à augmenter leurs ventes et à augmenter leur prix de l'inflation. Alors après, est-ce qu'on va encore plus loin en se disant il y aura plus de transactions parce que les gens vont vouloir chercher à se couvrir sur l'inflation, avec plus de trades sur les métaux, etc. Bon, j'en sais rien, je ne pense pas que ça aille jusque-là. Mais en tout cas, c'est des exemples sur la bourse. Donc pas faire l'erreur de chercher forcément les actifs, des entreprises possédant des actifs pour se protéger de l'inflation. Il y a deux aspects. Il y a le pricing power, capacité à augmenter les prix de vente. Donc voilà, on peut avoir des entreprises, c'était pas dans la liste là, mais on peut supposer qu'une entreprise du luxe, un peu comme LVMH, on voit que le client va potentiellement pouvoir augmenter ses prix parce qu'on veut un sac LVMH, comme il y en a qui veulent une Rolex, comme etc. quoi. Et de l'autre côté coût, plutôt qu'on soit asset light, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trop de coûts d'exploitation, qu'on soit une entreprise qui a des actifs d'exploitation soit peu lourds, soit plutôt immatériels, pour que les coûts n'augmentent pas trop avec l'inflation côté coût. Et du coup, comme ça, on a des marges qui peuvent se maintenir, voire même grandir avec l'inflation. Donc ça, c'était pour le côté bourse. Après, si on est dans un patrimoine plus général, on a ce qui est actif tangible, puisque pour l'investisseur, ce n'est pas un coût l'actif tangible. Hein, donc on a l'or qui peut être une protection contre l'inflation, mais voilà, qui a l'inconvénient de rien rapporter, etc. Et puis, une des meilleures protections contre l'inflation que peut avoir l'investisseur particulier français, en tout cas, c'est l'immobilier à crédit. Hein, puisque l'immobilier à crédit,
vous empruntez encore autour de 1% sur des crédits à 20 ans, vous mettez en face un bien tangible qui est un bien immobilier avec un certain rendement. Alors, certes, on peut se dire s'il y a de l'inflation, les taux vont remonter, etc. Ça pourrait faire baisser un peu le marché de l'immobilier parce que les primo-accédants perdent du pouvoir d'achat et puis par effet de vase communicante, en fait, les prix baissent. Mais globalement, il va y avoir une baisse, mais bon, ça protégera en tout cas mieux votre pouvoir d'achat qu'une liasse de billets. Hein. Ça, c'est sûr que des euros sur votre ligne de compte courant. Et globalement, même si c'est pas linéaire, l'immobilier protège plutôt de l'inflation. Et surtout, vous avez la deuxième jambe, et j'ai envie de dire c'est presque la plus importante, votre crédit à taux fixe que vous prenez à 20%, que vous prenez à 1% sur 20 ans. Actuellement, on a une inflation à 6% sur les 12 derniers mois. Ça, sans les politiques de quantitative easing récentes des banques centrales, etc., ça n'existerait pas. Hein. Dans le monde d'avant, pré-2000, avec une inflation à 6%, vous aviez des taux d'intérêt à 6% sur 20 ans minimum. Donc là, en fait, si jamais cette inflation elle se maintenait sur les 20 ans, je ne dis pas que ça va être le cas, mais si elle se maintenait sur les 20 ans, que vous avez une inflation à 6% et que vous empruntez à 1%, vous empruntez à taux d'intérêt négatif, réel en fait, en pratique. Et là, c'est vraiment un vol, hein, puisque ça veut dire que au bout de quelques années, vous allez commencer à rembourser en monnaie de singe votre emprunt. Donc, une des meilleures couvertures pour qui a peur de se faire relier un certain patrimoine par l'inflation, ça peut aussi être de relever de la dette s'il n'est pas au taquet de sa capacité d'endettement. Voilà, aussi il a acquis son patrimoine par de l'immobilier qu'il a fait il y a des années, mais qu'il a remboursé une majorité de ses crédits ou qu'il n'a plus que des crédits avec des durées restantes courtes, c'est de relever la dette dans les conditions actuelles sur 20 ans autour de 1%. Parce que soit, de toute façon, l'inflation elle revient comme on était il y a 3-4 ans, au ras des pâquerettes, et puis de toute façon, de la dette à 1% sur 20 ans, vous n'aurez pas mieux. Soit l'inflation, on ne va pas la remettre dans la boîte si facilement que ça, et là, votre crédit à 1% sur 20 ans, vous serez très content de l'avoir en principe, sachant qu'en plus, il sera associé à un bien tangible d'immobilier qui a aussi son rôle de protection de valeur de votre patrimoine. Donc voilà un peu sur ces aspects. Pas faire les erreurs, un peu premier niveau de raisonnement sur la bourse en cherchant les entreprises qui ont des actifs tangibles en bourse. Pricing power plus asset light sur la bourse, sur les entreprises qui vont bénéficier de l'inflation. Potentiellement quelques actifs tangibles type or, si vous voulez. Après, hein, chacun est plus ou moins allergique à l'or ou pas. Et puis, j'ai envie de dire, ce qui protégera peut-être le mieux, c'est l'actif immobilier associé à un crédit à taux fixe qu'on peut avoir en France à un horizon de 20 ans. Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle mes livres. Donc, Investir en bourse, style gagnant, style perdant, pour le sujet par lequel on a commencé. On a ensuite ouvert sur l'immobilier, donc mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, avec plus de 100 000 exemplaires vendus et une mise à jour récente, ce qui fait qu'il est à jour des nouvelles lois et de l'état actuel du marché immobilier. Sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Plus récent et moins connu, mon roman financier L'allocateur rebelle, sachant qu'il a beaucoup moins de commentaires sur Amazon, puisque celui-là en a 3000, celui-là en a 35. Mais sur les 35, en tout cas sur tous ceux qui sont rédigés, ceux qui ont pris la peine de rédiger un commentaire, je suis sur du 100% 5 étoiles, avec des gens qui ont été agréablement surpris, même s'il y a un petit contenu surprenant. On ne s'attend pas à un livre d'investissement romancé, hein, mais c'est à découvrir. Et puis, plus pour les débutants, mon livre généraliste sur le patrimoine, construisez et gérez votre patrimoine avec succès. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des commentaires à faire. N'oubliez pas aussi les commentaires pour la prochaine vidéo questions et réponses. Et puis si vous avez aimé la vidéo, le petit like pour m'aider à faire connaître la chaîne YouTube. C'est ça qui me motive à vous proposer de nouvelles vidéos. Et puis également, même raison, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets tous les liens vers les livres dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers l'ETF d'Horizon Kinetics. Alors, sachant, petite parenthèse sur l'ETF Horizon Kinetics, ça va être compliqué de l'acheter vu de France, puisque c'est un ETF américain et il n'a pas le DICI, c'est-à-dire le document clé d'information. Et protection des épargnants, on ne laisse pas acheter un ETF aux épargnants s'il n'y a pas de document clé d'information, même si c'est un ETF là qui pourrait être intéressant, alors qu'on laisse acheter beaucoup de choses en dehors des marchés boursiers qui ne sont pas forcément
très saine et plutôt très spéculative aux épargnants. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors moi, je sais que je peux y avoir accès par mon côté, parce que je peux prétendre au statut d'investisseur qualifié, mais pour la plupart des gens, ça va être un peu compliqué. Ceci dit, c'est que même si vous ne pouvez pas avoir l'accès en direct, ça peut vous donner des idées d'entreprise dans cette liste. Et puis, ça nous a permis quand même d'avoir l'explication du pourquoi ils ont sélectionné tel ou tel titre, quand le but était de trouver des entreprises bénéficiaires d'une éventuelle augmentation ou poursuite d'une inflation élevée. Je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements et sur la chaîne associée.